Mardi à 18h15 sur Public Sénat. Bienvenue sur les chaînes parlementaires, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité, pour ceux qui en doutaient encore, le match Sarkozy-Fillon est définitivement lancé. Le premier obtient un non-lieu de la justice dans l'affaire Bettencourt et voit donc le ciel se dégager. Le second est à l'offensive. Dans la presse, l'ancien Premier ministre prône la rupture. 6 mois de travail et 55 heures d'audition à l'Assemblée. La commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions sur l'affaire Cahuzac, une mascarade pour l'UMP qui estime que beaucoup de questions sont restées sans réponse. Le rapport sera rendu public la semaine prochaine. Et puis vous en rappelez certainement, en mai dernier sortait sur vos écrans le film Le Pouvoir, une plongée dans les coulisses de l'Élysée. Le DVD sort cette semaine avec des bonus. Le plus de l'hebdo vous emmène à la découverte de ces scènes inédites. Une autre invitée, Roger Karoutchi, bonjour. Bonjour. Ancien ministre, sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vice-président de l'UMP et proche de Nicolas Sarkozy. Alors avant de revoir la semaine politique avec vous, écoutez ce que pensent certains de vos collègues. Verbatim au micro de Hugo Lénart et Rodolphe Perrault. Écoutez. Sympathique, incisif et puis très présent. Spontanément, je dirais sarkozyste, sarkozyste encore, sarkozyste toujours. Tenace, fidèle, travailleur. Dynamisme, intelligence et sens de l'humour. J'ai qu'une connaissance visuelle et auditive de lui. C'est déjà pas mal. Alors, Surtout auditif, visiblement. Sarkozy jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'au bout de quoi, mais quand on dit ça comme ça, on a l'impression, vous savez, qu'il y a les ultras du temps du retour de Louis XVIII. Ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui sera déterminant pour faire gagner la droite et le centre en 2017. Alors, c'est loin, il faut du temps, et il faut rester extrêmement calme et s'occuper d'abord des élections municipales, etc. Moi, je considère qu'à terme, peut-être que je me trompe, mais après tout, le débat est ouvert. Je considère qu'à terme, celui qui sera le meilleur fédérateur de la droite et du centre, si nous voulons un candidat unique aux élections présidentielles entre d'un côté le Front National et de l'autre côté François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy, qui peut le mieux, le plus rassembler. Dans ces conditions, je suis favorable au retour. Voilà, c'est pas une espèce un jour, d'adoration. Sarkozy toujours, c'est ça? Mais Sarkozy, vous savez, je vais vous dire quelque chose que je lui ai dit à plusieurs reprises. Je peux pas dire que j'ai été, comment dire, allez, le plus gâté, le mieux traité sous le mandat précédent, par rapport à d'autres ministres qui aujourd'hui sont extrêmement critiques. Mais le problème, c'est pas uniquement mon sort personnel, c'est pas uniquement est-ce que j'ai été couvert d'or et d'argent et de pouvoir, et donc est-ce que je lui dois tout, c'est pas ça le souci. C'est de se dire, est-ce que je considère que mon camp politique a des choses à dire, a une vraie chance de revenir, et a une capacité à jouer l'alternance. Et puis après, on choisit, voilà. Roger Karoutchi, je vais vous proposer une petite image, après on va revenir sur toute l'actualité. C'était votre première intervention dans un hémicycle, c'était en 2000, en mai 2000 très précisément, vous avez été élu sénateur en 99, vous voyez sur ces images, 13 ans après. J'ai la même tête. Oui, à part l'expérience, qu'est-ce qui a fondamentalement changé chez vous? Mes costumes Non, qu'est-ce qui a changé? Pas l'humour en tout cas. Qu'est-ce qui a changé? Forcément, le travail parlementaire vous fait acquérir de la maturité, vous fait acquérir des connaissances, vous fait acquérir, pour moi en tout cas, le respect des autres. C'est-à-dire que je l'avais déjà, pour être très franc, on l'a toujours considéré que j'étais trop consensuel, trop aimable, pas assez dur. On dit incisif, oui, mais jamais agressif. Je n'ai jamais, moi, ni insulté les gens, ni considéré que l'injure était un élément du débat public. Non, je pense que c'est plus de maturité, plus de réflexion sur la situation réelle du pays, et puis une espèce de sérénité, peut-être la sérénité des sénateurs, en tout cas la sérénité qui consiste à dire « j'ai eu beaucoup de fonctions, pas les plus élevées de la République, et je n'y prétends pas, mais en même temps, une capacité d'analyse, une capacité d'organisation qui sont peut-être reconnues,
et très utile pour ceux que je servirai. Allez, Roger Carotti, on va attaquer ce début de semaine. On parle évidemment de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement. L'ancien président de la République a donc bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire Bettencourt et de son côté, l'ancien Premier ministre François Fillon mène l'offensive dans les médias à la une du journal du dimanche, à la une de Valeurs Actuelles. Le tout résumé par Germain Andrieux. Évidemment, il va casser un peu de vaisselle. Après son avertissement dimanche dernier, François Fillon met les pieds dans le plat dans Valeurs Actuelles. Un long entretien et surtout une déclaration de guerre. L'ancien Premier ministre vise directement Nicolas Sarkozy. Il estime être mieux placé que lui pour l'emporter en 2017. Pas question non plus de minorer l'échec en mai 2012. Quand on perd une élection, on doit se remettre en cause, sinon c'est un bras d'honneur aux Français. Des propos en partie démentis par les fillonistes, mais la rupture est claire et assumée. Ce ne sont pas des propos violents. François Fillon dit simplement qu'il se sent bien placé pour la présidentielle 2017. Il se sent bien placé en tout cas pour la primaire qui aura lieu. Il a bien le droit de se sentir effectivement en bonne position. C'est son droit le plus absolu. Je ne vois pas comment on peut lui contester le fait que les sondages lui donnant effectivement cette position, il puisse lui reconnaître qu'il est bien placé. Lui aussi en tête dans les sondages, Alain Juppé a lancé sur son blog un nouveau signal d'alerte. Si la guerre des chefs continue, c'est l'existence même de l'UMP qui est menacée. Si on continue ainsi à tirer dans tous les sens, c'est plus de la vaisselle cassée, c'est des éléphants dans un magasin de porcelaine et à terme, oui, je pense que ça pourrait nous mener à l'éclatement de l'UMP. En 2017, c'est une chose, mais si on est tous morts avant, ça ne donnera rien. En 2015, il y aura beaucoup de choses, mais on aura fini les élections. Et que s'il y a un débat, un combat qui se mène, il est tout à fait normal que quelqu'un qui se présente dise « je suis le meilleur ». Enfin, s'il ne dit pas ça, il ne se présente pas. Pour le moment, seuls Xavier Bertrand et François Fillon sont officiellement candidats à cette primaire ouverte de l'UMP prévue en 2016. Alors Roger Carucci, comment appréciez-vous ces mots, ce nouveau positionnement de François Fillon qui s'estime mieux placé que les autres pour 2017 ? Mieux placé que qui pour le moment Sarkozy. Ah oui, non, la matière bien sûr que non. Les sondages d'ailleurs sont là, qu'est-ce que je vous dis on dit par exemple, ah là là, regardez ce sondage qui est pas très bon pour Nicolas Sarkozy. Il y a 54% des Français qui disent qu'ils ne regrettent pas que Nicolas Sarkozy ne soit plus là. Sauf que, 54% des Français, mais 94% des sympathisants de l'UMP regrettent. 94% des sympathisants de l'UMP. On ne peut pas dire que dans l'électorat UMP, qui est quand même le fondement et le noyau au premier tour, on ne peut pas dire qu'il y a un désamour à l'égard de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, quand vous faites des sondages sur les sympathisants de l'UMP, Nicolas Sarkozy est toujours donné loin devant. C'est un plébiscite pour Nicolas Sarkozy. Ça veut dire quoi? Roger Carotti, très simplement, est-ce que si Nicolas Sarkozy décide de revenir, il sera obligé de passer par des primaires? Attendez, d'abord, moi je ne sais pas si Nicolas Sarkozy décidera d'en dire. Je milite pour. Mais c'est lui qui décidera si les conditions politiques sont remplies. C'est pas qu'un élément personnel, c'est aussi dans son analyse. Est-ce que la gauche conduit à la catastrophe? Est-ce que la droite est en état de gagner? Est-ce qu'on a besoin de moi? des conditions. Bon, si on a besoin de lui, il faudra bien qu'à un moment il décide. Voilà. Alors ensuite, il est pour moi le fédérateur naturel de la droite et du centre. Il est dans les sondages sur François Fillon. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? D'abord parce qu'il a déjà gagné une présidentielle. Il l'a perdu aussi. Oui, c'est vrai. De peu. Et on était tous avec lui, y compris François Fillon. Quand j'entends François Fillon dire aujourd'hui rupture, quand vous avez été 5 ans le Premier ministre d'un président de la République, dire moi je voudrais un projet de rupture, mais de rupture donc par rapport à la politique qu'il a lui-même conduite. Rupture, c'est ce qu'avait employé Nicolas Sarkozy à l'égard de Jacques Chirac. Mais il n'était pas Premier ministre de Jacques Chirac. Il avait été ministre, c'est vrai. Mais il était en rupture sur une période longue. Je ne dis pas, attendez, si Nicolas Sarkozy disait, pour des raisons multiples, je ne reviens pas, François Fillon serait un des mieux placés, incontestablement. Donc il a raison de jouer sa carte et sa chance, puisque comme on ne sait pas si Nicolas Sarkozy revient, forcément François Fillon doit s'affirmer et avoir une identité. Mais il est dans une position compliquée pour lui. Qu'est-ce qui pourrait empêcher son retour aujourd'hui de Nicolas Sarkozy? Lui-même.
C'est-à-dire que je pense que c'est pas les bisbilles qu'on essaye maladroitement d'ailleurs de mettre en avant pour dire il y a Karassi et machin. Oui, d'accord, bon, très bien, on a compris, on a vu pour l'affaire Bettencourt et maintenant le non-lieu. Donc c'est pas ça. C'est est-ce que, ayant beaucoup donné, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, président de la République, ayant mené le combat, ayant été battu, même si c'est de peu, est-ce qu'il considère qu'il est indispensable qu'il revienne pour assurer l'alternance? S'il pense que quelqu'un peut le faire mieux et gagner, il se dira pourquoi revenir. Vous disiez voilà. Parmi les candidats possibles, il y a aussi François Fillon, il y a aussi Nicolas Sarkozy. Si jamais il ne venait pas, il ne souhaitait pas en tout cas y aller, il y il y aurait aussi d'autres personnes comme Alain Juppé. Xavier Bertrand l'a déjà dit qu'il était candidat. Oh, Alain Juppé, il doit se dire, après tout, s'il faut quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui est un peu au-dessus, pourquoi pas? Et d'ailleurs, entre nous soit dit, c'est un homme d'État de très grande qualité, donc pourquoi pas? Jean-François Copé sera probablement également tenté par la primaire ouverte si Nicolas Sarkozy ne revenait pas. Lui a dit très clairement, si Nicolas Sarkozy revient, je serai avec lui. Donc, si Nicolas Sarkozy revenait, Copé ne serait pas candidat aux primaires. Il soutiendrait Nicolas Sarkozy. Mais si Nicolas Sarkozy ne revient pas, Copé a toute sa place dans la primaire ouverte. Et puis, à ce moment-là, les choses se feront. Si Nicolas Sarkozy ne revient pas, il y aura des reclassements. Et en sens inverse, si Nicolas Sarkozy a annoncé son retour, bien des gens qui aujourd'hui disent « je suis pour un tel ou un tel » se reclasseraient derrière Nicolas Sarkozy. Alors, on poursuit avec mardi et ce coup d'éclat à l'Assemblée nationale. Ah oui. Les députés UMP claquent la porte de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Ils boycottent la remise du rapport et organisent un point presse quelques heures plus tôt pour dire leur colère pour l'UMP. Les questions qui dérangent ont été tout simplement évacuées du rapport. Marion Lefebvre, Valérie Brochard. L'image est inédite. Christian Jacob, entouré par tous les membres UMP de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. À quelques heures de l'adoption du rapport, il tente un coup d'éclat. Nous avons décidé au groupe UMP de ne pas cautionner cette mascarade. On est véritablement dans un mode de fonctionnement qui affaiblit, pour ne pas dire qui humilie le Parlement. Mascarade, le mot est lancé. Il va résonner toute la journée dans les couloirs de l'Assemblée. L'opposition rejette en bloc les conclusions du rapport. Et puisque la commission d'enquête n'a pas pu auditionner le Premier ministre, les députés UMP ont décidé de l'interpeller dans l'hémicycle. Monsieur le Premier ministre, une question résume toutes les autres. Avez-vous, oui ou non, participé à une réunion le 16 janvier à l'Élysée en présence de François Hollande et de Jérôme Cahuzac pour décider de l'enquête administrative qui devait blanchir ce dernier en brisant la muraille de Chine? Cette affaire a commencé par un parjure. Évitez qu'aujourd'hui elle ne s'achève devant l'Assemblée nationale par un autre parjure. La parole est à monsieur Alain Vidali. Jean-Marc Ayrault refuse de répondre. C'est précisément cette impossibilité d'interroger le chef du gouvernement qui divise les députés de la commission. Que savaient le Premier ministre et le Président de la République du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac? Alors là, nous avons une divergence avec le rapporteur. Nous, notre thèse, c'est que, alors que le président de la République disposait dès le mois de décembre 2012 d'informations mettant en doute les affirmations répétées d'innocence de Jérôme Cahuzac, eh bien, le président n'a pas mis fin à ses fonctions ministérielles. Il ne faut pas inverser les choses. Qui détenait la preuve? Ce n'étaient pas les membres du gouvernement ou l'État. Le président et le rapporteur de la commission d'enquête ne sont pas d'accord sur les responsabilités de l'appareil d'État. Ni l'UMP, ni l'UDI, ni les Verts n'ont adopté le rapport qui sera rendu public le 15 octobre prochain. Alors Roger Carouche, il y a eu beaucoup de tumulte au sujet de ce rapport, mais quel peut être vraiment le rôle d'une commission d'enquête quand la justice enquête en même temps sur la même affaire? C'est toujours le problème. On essaye d'éviter d'ailleurs la création de commissions d'enquête lorsque la justice enquête déjà, parce qu'on sait qu'à plusieurs reprises, la réponse des autorités ou des gens convoqués, c'est de dire « secret de l'instruction, je ne peux pas ». Donc, il y a des limites à la commission d'enquête. Dans cette affaire, je ne sais pas si c'est l'enquête judiciaire qui a beaucoup gêné, ou si c'est le fait que l'appareil d'État n'a pas voulu totalement répondre.
cette réunion dont on parle au mois de janvier avec François Hollande, elle n'a pas été découverte, pardon de dire, dans le Canard enchaîné ou dans je sais pas quoi. C'est M. Moscovici qui dit devant la commission, il y a eu une réunion dans le bureau du président de la République avec le Premier ministre. Donc le travail de cette commission n'a pas été bien fait? Non, si, mais moi j'aurais trouvé normal que le Premier ministre aille s'expliquer, dire voilà comment ça s'est passé, voilà pourquoi, etc. Si vous voulez, le refus de répondre, la manière dont M. Moscovici s'est quand même beaucoup Mais de là, quand même, à boycotter éclipsé. la remise du rapport pour les députés UMP, vous n'avez pas dire que ça donne une bonne image du Parlement, tout ça? Je ne sais pas si c'est une bonne image du Parlement ou si ce sont les limites des commissions d'enquête. Parce que ça veut quand même dire que lorsque les autorités de l'État refusent de répondre, le Parlement est assez, Donc assez il aurait fallu tenu. peut-être attendre un tout petit peu, quitte à revoir la formulation de ces demandes de commission Peut-être d'enquête. qu'il fallu qu'on laisse faire d'abord la justice et qu'ensuite on ait une analyse plus politique. Mais le débat politique est là. La vérité, c'est que bon, c'est pas la peine de se faire un dessin. Très probablement, les plus hautes autorités de l'État avaient des doutes, à défaut de certitude, avaient au moins des doutes sur les comptes de M. Cahuzac. Est-ce qu'ils auraient dû plus tôt prendre des décisions? Probablement oui. On change de sujet, Roger Carucci, nous sommes toujours mardi. Direction Forbach, en Moselle, pour Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, part dans une tournée qu'on va qualifier d'anti-Front National. Camilla Campuzano. Petite balade au marché, quelques poignées de main. Manuel Valls s'invite à Forbach en Moselle, première étape d'un tour de France. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, le rôle de l'État, des forces de l'ordre, c'est de s'attaquer à la délinquance, à l'insécurité, cambriolage, à la violence, aux incivilités, bref, à ce qui gêne, pourrit la vie des gens, et notamment dans des territoires où il y a beaucoup de gens modestes qui souffrent déjà de la crise. Derrière le discours officiel, une visite stratégique selon le Front National. Forbach, c'est le terrain de Florian Philippot. C'est ici que le numéro 2 du FN se présente au municipal. Il fait même une tournée, j'ai cru comprendre, anti-FN électorale sur les fonds du ministère de l'Intérieur, au passage, pour soutenir un parti socialiste en mode panique, en plein affolement, parce qu'il voit la dégringolade et il voit la dynamique très très forte sur le terrain, notamment à Forbach, du Front National, du Rassemblement Bleu Marine et de ma candidature. Une tournée anti-FN, l'entourage du ministre de l'Intérieur dément. Mais au Sénat, du côté de l'UMP, le parallèle avec les résultats du parti d'extrême droite à Brignoles est vite établi. Il y a déjà comme une forme d'affolement. Enfin, une petite élection cantonale à Brignoles mobilise le gouvernement, le Premier ministre en tête et un peloton de ministres va aller maintenant à la rencontre des populations pour dire mais non, rendormez-vous, bonnes gens, tout ça n'existe pas. Je pense que d'abord c'est une politique à courte vue et deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas de communication dont les Français ont besoin, ils ont besoin de résultats. Des critiques qui ne freinent pas Manuel Valls. Fort de son bon score dans les sondages d'opinion, il compte se rendre à Calais notamment pour parler cette fois immigration. Voilà, cette visite de Manuel Valls a donc eu lieu après le scrutin de Brignoles. On va s'arrêter sur cette percée du FN, un scrutin marqué aussi par un fort taux d'abstention. C'est le zoom de l'hebdo. Roland Quérol est avec nous pour l'analyse. Bonjour Roland Quérol. Vous êtes politologue, consultant pour les chaînes parlementaires. Ce scrutin, pour vous, a-t-il une résonance nationale ou faut-il au contraire le voir à l'échelle locale, à Brignoles, dans le sud-est, où le FN a déjà fait de bons scores depuis de longues années? Depuis deux républiques et depuis donc des décennies, les gens qui commentent les élections partielles disent régulièrement des sottises et ça fait partie des lois du genre. Donc évidemment, une élection partielle et surtout une cantonale partielle, ça n'est qu'une cantonale partielle. Pensez, dans ce canton de Brignoles, on a déjà voté 2 fois, en 2011-2012, on a été annulé 2 fois, on est chaque fois près de 50-50 et dans chaque fois c'est le Front National qui fait soit 49, soit 51. Le voilà à 40 dans un premier tour et ça fait trembler la France. Alors voilà, ça n'est que ça. C'est l'un des cantons où le Front National est le plus fort en France. Il confirme ça. La nouveauté, mais c'est pas non plus une nouveauté dans les partiels, c'est que le Parti socialiste, les partis de la majorité parlementaire sont désavoués, puisqu'ils sont, ça fait maintenant une habitude, plus là au second tour. Mais il n'y a pas de percée du Front National. Il y a beaucoup d'abstention, il y a eu beaucoup d'abstention dans classique ce dans une partielle, il y a 2 tiers d'abstention comme c'est la loi.
Donc avec Roger Carucci, Roland Quérol, vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas de signal en vue des élections municipales? On ne peut pas tirer de conclusion de tout ça? En même temps, il y a des signaux, mais les signaux, pour le moment, sont plutôt dans les sondages. Les Français, une fraction des Français, près d'un quart des Français, sont tentés de dire, alors on ne sait pas si c'est « j'ai décidé d'aller voter Front National » ou si c'est « attention, je suis prêt à le faire si vous ne me satisfaisez pas ». Voilà, on ne sait pas encore, ça n'est qu'une déclaration de sondage. Mais on n'a pas pour le moment dans les urnes, dans les faits, ni dans les adhésions au parti Front National, on n'a pas de preuves. Quand j'ai entendu que c'était le premier parti de France, il faut tout de même pas exagérer. Ça, c'est un sondage pour les élections européennes. Oui. Voilà. Non, mais le problème, c'est que, vous savez, dans une période où les gens sont accablés d'impôts, très critiques sur l'insécurité, sur l'identité, ils ne savent plus où ils vont. Il y a cette espèce de ras-le-bol. Et on dit, je peux voter Front National. Est-ce que pour autant, au municipal, avec des listes, avec des candidats, soit sortants, soit pas sortants, mais qu'ils connaissent, est-ce que la réaction est la même? Bien sûr que non. Donc je pense qu'en réalité, il va y avoir un tamis. Les municipales, c'est un vrai tamis, et il n'y aura pas de percée du Front National au municipal. Est-ce que vous estimez qu'on en fait trop autour de Marine Le Pen? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. À qui la faute? Comédia ou politique? Non, tout le monde. Tout le monde. Le gouvernement qui multiplie les textes, droit de vote des étrangers, suppression des taxes sur les visas, mesures en faveur de telle ou telle catégorie. Le gouvernement pousse parce qu'il se dit, si ça pouvait affaiblir l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire en parle trop, et les médias aussi. Donc toujours le jeu de l'instrumentalisation du Front National. Mais bien sûr, mais bien sûr. Que ce soit simplement une instrumentalisation, je crois qu'il y a un vrai effet de mode, que les médias donnent le là, et qu'on est dans un moment où il fait beau, et on dit, c'est bon pour le Front National, voilà. Il pleut, c'est bon pour le Front National. Voilà. Il y a une espèce de mode qui s'est installée, d'une montée irrésistible du Front National. Et je pense que ça risque de finir par être vrai, parce que c'est au fond qu'il faut répondre aux gens, et pas à l'effet de mode. Alors justement, vous montez sur quoi au front pour répondre à cette... Peut-être pas au front. Sur quoi vous... mais moi, je suis, vous savez, sur l'emploi, la sécurité, les valeurs, très déterminé, et en même temps, j'ai évolué, je le reconnais, avec la situation. Et la droite décomplexée, comme dirait Copé, c'était pas forcément au départ ma tasse de thé. Moi, j'étais beaucoup plus sur des consensus et tout. Mais je crois qu'il faut dire les choses. Ce que ne supportent plus en période de crise les gens, c'est l'espèce de dissimulation des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est la délinquance. Les vrais sujets, c'est que l'immigration clandestine a explosé et qu'on n'en peut plus. Les vrais sujets, c'est que l'explosion fiscale ne peut plus être maîtrisée comme ça. Donc la baisse des dépenses publiques, un meilleur contrôle de l'immigration, la remise en cause de Schengen, le fait de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'AME, l'aide médicale pour les sans-papiers. Tous ces sujets-là, il faut les traiter de manière républicaine. Il ne s'agit pas d'avoir des solutions excessives. Mais il faut arrêter de dire non, on parle surtout pas de ça, parce que si on parle de ça, ça fait monter le Front National. À force de dire ça, on parle de rien, et comme on parle de rien, les gens disent puisqu'ils nous parlent de rien, on va vers les extrêmes. Un dernier mot sur le Front National, c'est Thierry Mandon, le porte-parole du groupe PS, qui l'a dit aujourd'hui. Je voudrais juste que vous l'écoutiez. Je voudrais juste que vous l'écoutiez, on va réagir juste après. Le Front National est-il ou pas un parti d'extrême droite? Je pense que non seulement c'est un parti d'extrême droite, mais que c'est même plus que ça. C'est un parti national-fasciste. Ceux et celles d'entre vous qui en douteraient liront avec un grand intérêt le discours de Marine Le Pen en clôture de l'Université d'été de Marseille. Roland Quérol, le FN, un parti d'extrême droite ou pas? Je crois que les sympathisants eux-mêmes du Front National, lorsqu'ils choisissent sur une aisselle gauche-droite chez les sondeurs, à l'endroit où ils sont, ils se mettent le plus à droite de la droite possible. Donc l'extrême droite, ça me paraît une catégorisation pour un politologue qui n'a rien de scandaleux. Ils sont l'héritier de cette tradition. Ils occupent cette place sur l'échiquier politique. Évidemment, quand j'entends en revente national fasciste, on ne voit pas, ni dans les méthodes, ni dans le programme actuel du Front National, ce qui pourrait dire ça. Populiste, sûrement. Il y a une espèce de volonté de flatter le peuple dans ses instincts, de ne pas participer à l'éducation civique dans lequel sont tous les partis politiques. Oui,
national fasciste, c'est idiot, et ça ne peut pas passer. Professeur d'histoire moi, et national l'homme fasciste, politique. ça me choque parce que ça rappelle, enfin, on imagine les cohortes de SA dans les villes et on imagine tout ce qu'on veut autour de la période nazie. Faut pas tout mélanger, d'abord parce que ça discrédite le propos que l'on tient. Si on est excessif, les gens disent oui, d'accord, ça va, ça suffit. Donc non. Donc c'est un parti Moi, d'extrême droite je pense populiste. qu'aujourd'hui, c'est plutôt un parti populiste qui, pour préparer sa mue future, essaye de se dédiaboliser, y compris par rapport à l'extrême droite. C'est-à-dire que Marine Le Pen, qui espère un jour, quand même, contrairement à son père, qui espère un jour accéder au pouvoir, essaye de préparer les étapes de comment devenir un parti, entre guillemets, plus acceptable par le fameux arc républicain. Donc, tout va y être. Elle va même refuser extrême droite, elle refusera populiste, elle va dire qu'elle a des voix de gauche et de droite. Et voilà, donc notre combat est plus sur la caricature des propositions que sur le classement, parce que ça n'a pas de sens. Alors on va changer de sujet, on va passer à mercredi avec un texte très controversé. La réforme pénale a été présentée en Conseil des ministres. Le projet de loi de Christiane Taubira contient une mesure phare pour lutter contre la récidive, la peine en milieu ouvert. Autrement dit, la prison à la maison, un projet fustigé par la droite. Explication. Déterminée et imperturbable, Christiane Taubira défend son projet pénal pour désengorger les prisons et lutter contre la récidive. Sa mesure phare, la création d'une peine de probation. Alternative à l'emprisonnement, elle sera effectuée en milieu ouvert sous surveillance étroite. Seuls les délits passibles de 5 ans de prison maximum sont concernés. Les crimes en sont donc exclus. Au cœur de la réforme, le conseiller de probation. Le Premier ministre a annoncé la création d'1 millier d'emplois. Je rappelle qu'un millier d'emplois, c'est quand même une augmentation de 30% du corps. 1 millier d'emplois qui va concerner bien entendu les conseillers d'insertion et de probation, mais également, parce que pour que ça fonctionne, il faut des personnels administratifs et techniques, donc également des personnels administratifs et techniques. Le projet de loi prévoit aussi la suppression des peines planchées, ces peines minimales et automatiques, emblématiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dévoilée cet été, la réforme est très controversée, objet d'un bras de fer estival entre Christiane Taubira et son collègue Manuel Valls, en désaccord sur le fond, et fustigée par la droite qui y voit un feu vert donné aux délinquants. Cette réforme pénale, elle est complètement hors sol, complètement hors sol. Elle ne tient pas compte des victimes, contrairement à ce qui a été dit. Le texte de loi sera débattu après les élections municipales, officiellement pour cause de calendrier chargé à l'Assemblée. En attendant, la ministre poursuit son tour de France pour expliquer et défendre sa réforme. Voilà, donc elle n'est toujours pas discutée. Ah non, c'est grotesque. Je veux dire, ce texte était la priorité des priorités. On devait l'avoir dès octobre-novembre. Et puis hop, on se dit, oh là là, entre Valls, Taubira, ils vont se ficher sur la tête devant tous les parlementaires. Après les municipales. C'est plutôt Valls ou Taubira ? Valls à fond les ballons. Mais Valls à fond les ballons, d'un Valls qui aurait les pouvoirs de faire, pas seulement de parler, parce que on disait tout à l'heure quels sont les textes, les mesures et tout pour faire monter le FN. Enfin, quand vous dites aux gens dans les cités difficiles, moi j'ai été élu à Nanterre et à Villeneuve-la-Garenne, avec des cités difficiles, quand vous leur dites, alors tous ceux qui sont condamnés à moins de 5 ans ferme, ils sont dehors. Sincèrement, les policiers qui... Non mais attendez, prison, c'est pas non plus mais il y a des moments où le fait de sortir un dealer du secteur, de la capacité d'être là, c'est déjà dans l'exemple donné aux autres, dans la sanction qui est affichée, une mesure qui est bonne pour tout le monde et pour la vie des gens modestes, pas des gens qui dans leurs hôtels particuliers, dans les beaux quartiers, voient pas souvent les dealers. Moi, je suis atterré de voir ça. Mais en réalité, on avait deux politiques. Soit on construisait des places de prison, ce que nous voulions faire, ce que Manuel Valls a demandé. Et puis c'est non. C'est ces deux visions de la société, deux idéologies qui s'affrontent finalement, non? Pas du tout. Moi, je ne considère pas être un sécuritaire fou, mais que des gens ayant vraiment commis des... Parce que pour aller à 5 ans ferme, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas juste avoir volé une pomme. Il ne faut pas exagérer. C'est l'argument de Christiane Taubira qui dit que ça s'applique qu'à les 5 ans maximum, non, que les crimes ne sont pas concernés. Je ne parle pas des peines prévues par le Code, qui sont souvent très très lourdes, mais qui ne sont pas
ou jamais atteinte à ce niveau-là par les jugements. Les jugements, pour arriver à 5 ans ferme, c'est que vous avez fait, vraiment, hein, bon. Moi, je trouve que c'est excessif. Dans une société fragilisée, avec des gens inquiets, avec la multiplication des actes de délinquance, l'insécurité dans les transports, dans la rue, les gens ont peur. Peur. Je ne dis pas qu'ils sortent à peine dans la rue, ça y est, ils ont un kalachnikov à la main. Mais il y a une inquiétude. Eh ben, c'est un mauvais signal. Voilà, c'est un mauvais signal. Construisons des places de prison, humanisons les prisons, faisons en sorte de mieux réinsérer, très bien. Faisons de la prévention, parfait. Mais ne jetez pas en pâture, allez, on va vous les remettre tous dehors, et puis vous vous débrouillerez dans la vie des quartiers. Roger Cabotier, je vous propose de retourner vers l'Assemblée nationale. Vous en avez sûrement entendu de belles sur les bancs, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée quand vous étiez ministre en charge des relations avec le Parlement. Est-ce que vous avez déjà fait le coup de la poule? De la poule, non, j'ai eu parfois pire, mais bon. Donc c'est l'imitation sur les bancs, évidemment, vous l'avez entendu, d'un élu UMP qui a imité le caquetage d'une poule pendant l'intervention d'une élue écologiste, Véronique Massonneau. Écoutez. Je ne le nie pas, mais il est nécessaire de voir au-delà de ce critère l'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit là, mais qui c'est qui s'est fait ça? Enfin, arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein, c'est bon. Il y a des comportements incroyables. La durée moyenne de je cotisation est de 35 ans pour les femmes. Alors l'élu concerné a écopé de sanctions financières pour 1 mois. Pour vous, c'est du machisme ou c'est de la bêtise? Comment vous qualifiez ce genre de comportement? Moi, je vais vous dire. Lorsque j'étais au gouvernement chargé des relations avec le Parlement, j'avais eu des entretiens avec Jean-Marc Ayrault, à l'époque président du groupe socialiste, et avec d'autres d'ailleurs, pour dire, franchement, l'image donnée par l'Assemblée, pardon, je dis pas ça parce que je suis sénateur, plus par l'Assemblée que par le Sénat, où les séances de questions peuvent être un peu brutales, mais pas à ce point. Mais l'image n'est pas bonne, enfin, je veux dire, l'opinion publique se dit, qu'est-ce que c'est que ce carnaval? On est dans la crise, on est tous en train de dire quelles sont les solutions pour l'emploi et tout. Et ils voient ça, cette espèce de spectacle souvent affligeant, où les gens s'insultent, où les gens se méprisent. On peut faire de la politique, mais rien ne change. Mais oui, mais parce que, j'allais presque dire, il faut que dans chaque groupe politique, que dans chaque parti politique, les gens disent, attendez, vous pouvez vous opposer fermement à vos adversaires politiques. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de mépris ouvert, pas de cris déplacés. On fait ça parce que il faut passer à la télé. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce que et je trouve ça désolant pour la démocratie. Parce que non, mais tout le monde, parce que la gauche-droite, sincèrement, vous avez des héros du 15h là qui se reconnaîtront parce que les héros du 15h. Mais non, mais et qui arrivent et qui se disent vous allez voir, je vais faire le spectacle pour qu'on me voit. À défaut d'idées, hurlons. Eh bien, je trouve ça affligeant. Je pense qu'on peut dire... Prenez des mesures beaucoup plus fortes. Pourquoi simplement enlever elles sont prévues, je suis désolé de vous le dire, le règlement intérieur de l'Assemblée comme le règlement intérieur du Sénat prévoit des mesures progressives qui sont fortes, sauf que c'est au président de décider. Vous savez, on ferait quelques exemples, ça s'arrêterait. Alors on va passer à jeudi, on va parler des retraites avec là encore un peu de cacophonie dans le vote. Erreur ou acte manqué, un des articles clés de la réforme des retraites a été purement supprimé. 8 députés socialistes ont voté contre l'article 4 qui visait à décaler la date de revalorisation des pensions au 1er octobre. Une erreur de vote rectifiée mais qui a suffi à semer le désordre dans l'hémicycle. Rim Benhammer. Coup de théâtre à l'Assemblée mercredi soir. À la surprise générale, à 44 voix contre 39, les députés suppriment le report de 6 mois de la revalorisation annuelle des retraites. C'était l'un des articles les plus controversés du projet de loi. Problème, il s'agirait d'une simple erreur de vote de certains députés socialistes. Au total, 8 d'entre eux affirment s'être trompés. J'ai le sentiment que le résultat du vote hier soir est une trahison du réel vote que j'ai voulu effectuer et que j'ai fait corriger hier. Et dès l'ouverture, la séance ne bruisse que de cette erreur. Marisol Touraine demande le revote de cet article.
Il y a donc eu une erreur qui va être réparée. Le gouvernement demandera qu'il y ait une nouvelle délibération sur cet article, ce qui se fait de façon très classique. Mais à l'évidence, la droite cherche à instrumentaliser ce qui s'est passé, à transformer un incident technique en difficulté politique. Elle a choisi une tactique de l'obstruction. La décision passe très mal auprès des autres groupes. Aujourd'hui, dire qu'il s'agit d'une erreur de manipulation, dire que 8 voix socialistes, c'est-à-dire même avec le couplage, que 4 députés aient pu se tromper, je dis que c'est véritablement indécent. Donner un déni au vote des parlementaires cette nuit pour continuer à vouloir massacrer les retraités et baisser leurs pensions, c'est vraiment de l'acharnement, Madame la Ministre. Et ici, vous espérez arriver à tordre le bras des collègues qui ont voté avec nous hier, qui d'ailleurs ce matin ne sont pas là, peut-être qu'ils ont été assignés à résidence. Les députés continuent les discussions autour de la création du compte pénibilité, dans une ambiance qui s'annonce tendue. Roger Carrus, si ça vous est arrivé aussi quand vous étiez ministre, qu'il y a eu des erreurs de vote. Alors incident ou acte manqué quand on fait une erreur de vote? Si vous en avez un ou deux, il peut y avoir des erreurs de vote. 8, surtout 8 sur pas grand monde, hein, c'est pas 8 sur 500. Là, c'est l'acte manqué. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont été dans le débat convaincus qu'il ne fallait pas voter une mesure extrêmement négative pour les retraités. Ils se sont dit, moi, dans ma circo, je vais me faire engueuler si je vote une mesure où je dis aux retraités, on va prélever sur vous, et on dit, ah non, moi je vote contre, je veux pas de ça. Puis le lendemain, comme le parti, le gouvernement, vous êtes tombé sur la tête en disant « Ouais, inadmissible, regarde dans quelle situation tu nous mets », on s'en sort comme on peut en disant ben, « J'ai peut-être pas bien vu ce que j'ai fait, mais c'est pas moi, parce que peut-être que j'avais donné procuration. » Mais bon, enfin d'accord, c'est un acte manqué. Alors la deuxième délibération est de droit, donc ça, la ministre a raison sur le fond. Mais ça en dit long sur le fait que le groupe socialiste va dans ce débat sur les retraites et va voter ce texte avec vraiment, si on pouvait avoir des boulets sur les pieds, et si on pouvait ne pas le faire, vous ne pourriez pas le faire par décret, sans nous, ce serait mieux. Sur le fond, quand même, il y a des avancées, il y a la création de ce sur quoi? Sur la création de ce compte pénibilité pour les gens qui ont des métiers très lourds. Depuis des années, et aussi, on a voulu le faire. Et aussi l'allongement de la durée de cotisation. C'est quand même un progrès par rapport à la précédente réforme de 2010. Non, ben vous plaisantez, pas un progrès. Ils n'ont rien fait du tout. C'est une fausse réforme, c'est une non-réforme. On vous dit, ah bah oh là là, on va passer à 43 ans, mais alors dans 15 ans. Pour le reste, on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, ce qui est quand même l'élément le plus lourd, en vrai, dans une réforme, si on veut équilibrer les comptes. On n'y peut rien, et c'est tant mieux. Nous gagnons entre 2 et 3 mois de vie supplémentaires chaque année. Aujourd'hui, à l'UMP, comment voulez-vous faire ? Il y a un accord total sur l'allongement, sur le changement de l'âge de départ à la retraite. Alors il y a un débat, est-ce qu'il faut que ce soit 63, 64 ans ou 65 ? Là, il y a un débat. Ouais. Moi, je pense que dire tout de suite 65 ans, on a une démographie meilleure que nos voisins. Tant qu'à faire, au moins que ce soit un avantage. Ça nous coûte suffisamment d'un côté parce qu'on a une politique familiale, il ne faut pas non plus que ça coûte de tous les côtés. Donc, si c'est une force, jouons dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller sur la symbolique. Si on peut dire progressivement d'ici 2020, enfin au-delà, 2025, 2030, il faut arriver à 63, 64 ans, allons-y. Mais c'est surtout sur la durée de cotisation, où il faut dire, attendez, c'est pas raisonnable de dire on ne va gagner qu'un an de cotisation en 10 ans. C'est pas possible. Si on veut dire 63 ou 64 ans, alors très bien, n'allons pas à 65, mais accroissons la durée de cotisation plus rapidement. Et puis, trouvons des solutions sur la pénibilité, bien sûr, sur les gens qui ont commencé très tôt, bien sûr, mais en même temps, il faut bien un équilibre. Moi, je vais vous dire, cette loi sur les retraites, c'est rien, et dans 3 ans, je vous garantis, gauche, droite au pouvoir, il faudra un nouveau texte. Ouais, on prend date, exactement. Pour finir, vous connaissez l'Élysée ? Oui. Un petit peu, on vous y emmène, c'est le plus de l'époque. Allons, bon, si vous m'y emmenez, pas pour 2017. Alors en mai dernier sortait sur vos écrans le film Le Pouvoir, un documentaire sur la plongée au cœur de l'Élysée avec un homme principal, évidemment François Hollande. En prime, la sortie du DVD et des bonus. C'est Simon Barbary qui vous explique tout ça.
On avait quitté François Hollande sur les marches de l'Élysée dans le documentaire Le Pouvoir de Pierre Favier et Patrick Rothman, sorti en salle en mai dernier. Le film est disponible en DVD ce mois-ci avec en supplément une deuxième version intitulée À l'Élysée, sans oublier les bonus, un entretien inédit de François Hollande ou encore la scène intégrale de son discours à ses collaborateurs. Moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir des notes qui fassent 1 page, 2 pages au maximum. Il faut que tout soit résumé, tout soit concentré en 1 page ou 2. Et qui ne doivent pas être des pages où on explique, c'est des pages qui préparent à la décision. À la manière d'un que sais-je que l'on pourrait croire destiné aux élèves de l'ENA, le film À l'Élysée donne cette fois-ci la parole aux proches conseillers de François Hollande. On prend également l'agenda parlementaire, puisque c'est lui qui structure la vie politique de la France, les différents projets de loi. On prend tout ça et à partir de tout ça, on essaye d'organiser, quand on peut, un calendrier sur 3, 4, 5 et je vous dis, si possible, jusqu'à un semestre. Souvent technique, parfois rébarbatif, l'exercice du pouvoir ôté de toute référence politique nous laisse sur notre faim. La description de la sphère élyséenne devient alors contemplative, voire superficielle. Les dorures du palais, les salons feutrés et les huissiers méticuleux laissent une impression désuète. Une illustration de l'isolement du pouvoir que François Hollande essaye de tempérer dans l'entretien inédit. Moi, j'accepte que les Français me parlent librement, parfois me demandent une photo, un autographe. Je laisse finalement libre aussi les Français d'aller jusqu'à moi. Pour l'instant, ils le font pacifiquement. On verra dans quelques semaines. Malgré les 8 mois passés dans les couloirs du palais et les 50 jours de tournage, cette version complète des coulisses du pouvoir reste plus proche d'une journée du patrimoine à l'Élysée que du scoop médiatique. Verdict, Roger Carucci, vous avez vu le documentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Rien. Je trouve que sincèrement... Parce que vous connaissez les lieux, c'est pour ça. Oui, d'accord. Mais non, mais si c'est une visite historique, patrimoniale, très bien. Mais d'abord, l'exercice du pouvoir, il se fait pas devant les caméras de télé. Donc, toutes ces réunions filmées, c'est du pipeau intégral. Chacun sait qu'il ne doit pas dépasser d'1 millimètre ce qu'il doit dire. Bon, donc, c'est pas comme ça que ça se passe. La décision, elle se prend à quelques-uns, elle se prend souvent au téléphone, elle se prend souvent dans un contact direct avec le président, ou avec le directeur de cabinet, ou avec le secrétaire général. Vous n'avez pas tout ce cinéma avec 40 types qui viennent faire des notes d'1 page. Enfin, c'est rigolo, mais c'est absurde. Deuxième élément, voir le président de la République actuelle dire « Oh, ben, les Français, moi, je veux bien qu'ils fassent une photo avec moi. » D'abord, il y a de moins en moins de monde qui en veut. Et deuxième élément, ils viennent vers moi pour le moment pacifiquement. Heureusement qu'il dit pour le moment. Mais enfin, bon, qu'est-ce que je vous dis? L'Élysée, ça isole ou pas? Oui, complètement. Ouais. Vous savez, quand en 2006, pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy me dit « Roger, j'ai une excellente idée. Il faut en finir avec les isolements des ministres, du pouvoir, etc. On va faire 2 tours. Il y aura une tour pour l'exécutif, on mettra tous les ministères, et tout en haut, on mettra le président de la République, comme ça on se verra tous les jours. Et puis de l'autre côté, on fera une tour pour le Parlement, mais à côté l'un de l'autre, comme ça tous les pouvoirs seront regroupés, et les gens ne seront pas isolés. C'est infaisable, parce que les gens aiment les palais et tout, et puis pour recevoir les étrangers, tout c'est mieux. Mais d'un autre côté, ça avait cette espèce de volonté de dire, il faut sortir de ça, et c'est vrai que le pouvoir, les palais nationaux, c'est bien par rapport à l'image, mais ça isole. Eh bien, on va terminer sur cette axiome. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir été notre invité. Restez sur les chaînes parlementaires. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.